trouver une mission freelance en ESN quand on est développeur, même junior, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver avec une certaine facilité une mission grâce aux ESN. Alors voilà comment ça va se découper. On va commencer par définir ce qu'est une ESN, comment se passe le paiement et enfin on verra les avantages et inconvénients des ESN. Alors la première chose déjà, qu'est-ce qu'une ESN? Une ESN, ça veut dire entreprise de services numériques. Alors là, tu dois te dire, qu'est pas ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que ça veut un peu, c'est un peu rien, c'est un peu un terme fourre-tout, donc c'est pas très explicite. Alors comment ça fonctionne? Imaginons que on ait par exemple ce beau tech lead de Carrefour, peu importe l'entreprise, il y a de plus en plus de projets et ils ont des besoins de développeurs. Il va dire, bon, bah, on a besoin d'un nouveau dev rapidement parce que là, la charge de travail, elle est trop élevée. Donc il y a deux choix qui se présentent à lui. Le premier choix, c'est de faire la recherche lui-même. Il cherche un développeur, par exemple Java, ou alors, peu importe si c'est lui ou quelqu'un qui le fait en interne. Quelqu'un qui est en interne chez l'entreprise. Bah là, j'ai pris comme exemple Carrefour, mais ça marche pour toute entreprise. Et sinon, le deuxième choix, c'est qu'il fait appel à des recruteurs externes et donc ces fameuses ESN. Alors avant de parler du processus des ESN, comment ça fonctionne, etc., je vais te donner déjà une des bonnes raisons pourquoi il a intérêt à faire appel à une ESN plutôt que s'en occuper en interne. Alors déjà, il faut savoir que le recrutement, ça prend énormément de temps. Il a besoin du développeur rapidement, parce que ses équipes ont besoin de renforts et pour tenir les deadlines, il a besoin d'un support et rapidement. Il n'a pas forcément le type de dev recherché dans son réseau. Donc, par exemple, s'il recherche un développeur Java, mais avec une certaine spécialité, bah, il ne va peut-être pas le retrouver dans son réseau à lui ou le réseau de son équipe. Donc, même s'il demande à son équipe, ouais, vous n'avez pas un développeur Java qui maîtrise tel truc dans votre réseau, et bah, ça va vite être limité. Et enfin, c'est risqué pour eux de passer en direct avec un freelance. Et ça, c'est très important à comprendre. Et si jamais tu veux que j'en fasse une vidéo complète pour que je t'explique pourquoi c'est dangereux pour eux, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, maintenant que je t'ai dit pourquoi ils ont intérêt à faire appel à une ou plusieurs ESN pour leur recrutement, maintenant on va pouvoir passer au process. Donc là, il va donner son besoin aux ESN. Alors, deuxième précision, il faut savoir qu'il n'y a pas une espèce de plateforme où il va publier éventuellement une offre et les ESN vont se jeter dessus. Ça marche pour les grands groupes parce que les grands groupes, ils ont énormément de réseaux, mais, euh, mais ils font quand même appel à des ESN. En fait, souvent, ils ont des habitudes avec certaines ESN. Ils ont eu des contrats historiques avec eux, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec certaines ESN. Donc très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils les appellent en priorité, ils les appellent directement. Maintenant, on va pouvoir passer au processus. Alors, la première chose qu'elle fait, l'ESN, c'est qu'elle va regarder dans sa pool de développeurs. Donc une pool de développeurs, c'est tout simplement une liste avec plein de développeurs dedans et avec leur disponibilité, est-ce qu'ils sont dispo en ce moment ou pas. Et donc à préciser qu'une ESN, elle travaille déjà essentiellement avec des CDI, mais ça leur arrive enfin c'est fréquent, pas toutes les ESN, mais c'est fréquent, qu'elles travaillent avec des freelances. Et ça, c'est une nuance assez importante à comprendre. Les ESN ne se spécialisent pas que sur les freelances, à part certaines ESN qui sont spécialisées freelance. Mais dans la majorité des cas, les ESN, elles travaillent avec des CDI en premier lieu. Donc ça veut dire que par exemple, le tech lead, il va dire, voilà, on a besoin de renforts en développement back-end, par exemple, pendant 6 mois ou un an. Et donc, l'ESN, elle va devoir fournir une ressource humaine pendant un an. Et donc, soit elle va prendre des développeurs qui sont en CDI chez eux et elles doivent remplir absolument leur emploi du temps, parce qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, elles sont payées, donc elles ont intérêt à remplir leur emploi du temps au maximum, alors qu'un freelance, on va le placer sur une mission, et si jamais il n'est pas sur une mission, il n'est pas en contrat CDI avec l'ESN, donc en soi il est payé que pendant la durée de l'intervention, c'est-à-dire pendant les 6 mois. Voilà, donc nuance assez importante à comprendre. Donc là, elle va regarder dans sa liste de développeurs, soit des freelances avec qui elle a déjà travaillé, ou des freelances qui sont en attente de mission. Mais d'abord, ce qu'elle va vérifier, c'est d'abord si elle a des CDI. Parce que les CDI vont pouvoir prendre plus de marge dessus.
et surtout, ils ont un intérêt à ce qu'ils n'aient pas d'intercontrat, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas sans mission pendant trop longtemps. Et ça, on va en reparler, t'en fais pas, dans la suite de la vidéo. Mais en tout cas, dis-toi qu'elle a une liste avec plein de développeurs dedans, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste chercher avec des filtres, ok, lui, je vais filtrer Java, je vais filtrer disponible maintenant, je vais filtrer machin, dans leurs outils internes, et ils vont trouver une liste de développeurs. Ils vont les contacter, voilà, etc. Mais si elle n'a pas de développeurs demandés dans sa pool, c'est-à-dire qu'elle filtre et qu'il n'y en a aucun qui est disponible, il n'y en a aucun qui a la techno maîtrisée ou qui ne correspond pas bien à l'offre, etc., bah, ce qu'elle va faire, et ça encore chose très importante, elle va chasser des nouveaux profils sur les plateformes freelance, sur LinkedIn, etc. D'où l'importance d'avoir un profil tout simplement bien référencé et bien optimisé. Et pour ça, je te laisse aller voir ma vidéo sur comment optimiser son profil LinkedIn qui va s'afficher ici ou là, je ne sais pas trop. Voilà. Donc n'hésite pas à bien optimiser ton profil en vue d'être recruté par une ESN. En tout cas, pour être prospecté, pour qu'elle t'envoie des messages directement. Mais on verra comment, si jamais tu ne te fais jamais contacter, on verra comment inverser la tendance dans une prochaine vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Oui, j'en profite. Ensuite, elle propose, une fois qu'elle a trouvé le développeur et voilà, elle a des process aussi pour, si c'est un nouveau développeur, pour éventuellement tester ses compétences, pour être sûr que quand, à la troisième étape, elle va le proposer le profil à l'entreprise, et ben, qu'elle soit sûre que ce ne soit pas une fraude. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelqu'un qui n'a pas les compétences, même s'il dit qu'il les a, et ben, en fait, il ne les a pas. Donc elle, ce qu'elle va venir, c'est qu'elle va déjà venir filtrer, faire des premiers tests. Donc c'est possible que vous ayez à faire un test technique avec l'ESN en premier, et ensuite il y aura une suite éventuellement avec l'entreprise. Donc bref, une fois qu'on a passé le filtre de l'ESN qui recherche son profil, elle le propose à l'entreprise. Et donc là maintenant, après avoir passé les étapes de recrutement entre guillemets de l'ESN, parce qu'en soi tu n'es pas recruté puisque tu n'es pas en CDI mais en freelance, mais que tu passes quand même les filtres, on va dire les premiers filtres, maintenant tu as les deuxièmes filtres qui sont eux avec le client, directement le client, enfin l'entreprise cliente. Et donc là elle va faire des tests techniques, souvent il y aura forcément des entretiens, tu vas parler directement avec notre tech lead juste ici, éventuellement un autre entretien avec les équipes. On pourra voir éventuellement les détails des entretiens, mais dis-toi que tu vas passer un autre filtrage. Enfin, si elle valide le profil, tu signes un contrat avec l'ESN et l'entreprise signe un contrat avec l'ESN. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un intermédiaire. On a l'entreprise qui signe un contrat avec l'ESN et le freelance qui signe un contrat avec l'ESN. Tu remarques qu'ici, il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a aucun contrat entre l'entreprise et le freelance. Il y a juste deux contrats qui viennent nous lier, mais il n'y a pas un lien direct avec l'entreprise. C'est là où ça vient, entre guillemets, effacer le risque, ou en tout cas le minimiser. Parce que maintenant, c'est l'ESN qui prend le risque pour l'entreprise avec nous, le freelance. Mais je pourrais en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Et là, donc une fois qu'on a signé les contrats, le freelance commence la mission et on est super content. Après, il y a une date, à la date, on commence. Donc ça, c'est un peu pour les détails, le processus, comment ça marche une ESN, etc. Et surtout, quelle est la raison de vivre des ESN? Pourquoi ils sont sur le marché, etc. Et je le rappelle, c'est parce que c'est risqué pour les grands groupes, les grandes entreprises, même pour les petites, mais les grandes, ils aiment éviter au maximum les risques, de passer en direct par un freelance. Donc ça veut dire que les ESN, encore plus pour les grands groupes, c'est des intermédiaires indispensables entre le freelance et le grand groupe. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de travailler en freelance directement pour un grand groupe si on ne les connaît pas avant et si on n'est pas connu dans le milieu. Voilà, donc ça c'était pour savoir qu'est-ce qu'une ESN, comment ça fonctionne. Maintenant, voyons comment fonctionne le paiement. Alors le paiement, pour rappel, l'ESN c'est un intermédiaire. L'entreprise, elle paye l'ESN et l'ESN paye le freelance. Et là, on va voir notre joli exemple. On a l'entreprise. L'ESN, elle lui a dit, bon voilà, pour avoir un freelance développeur Java pendant 5 jours par semaine, donc c'est-à-dire à temps plein, 7h30 par jour, donc un 39 heures disons, ça coûtera 10 000 euros par mois. Donc cette ressource-là te coûte 10 000 euros par mois. Ça, c'est l'ESN
qui vend notre profil à l'entreprise, mais elle vend en réalité une ressource et surtout des moyens, donc des moyens en temps, donc nous qui allons passer du temps dans l'entreprise. Donc cette entreprise, ce qu'elle fait à chaque mois, elle donne 10 000 euros à l'ESN, parce qu'elle a un contrat avec l'ESN et pas avec nous, hein, je le rappelle. Donc elle donne 10 000 euros à l'ESN. Là, dans notre exemple, l'ESN, elle prend 10%. Ces 10%, ça va servir à, déjà pour l'affaire qu'elle nous a apportée, c'est-à-dire que c'est grâce à elle entre guillemets, hein, qu'on a la mission avec l'entreprise, toute la gestion des contrats, éventuellement la montée en compétences, etc. Ça, c'est valable pour les CDI, éventuellement pour les freelances. Mais en tout cas, dis-toi juste qu'elle prend une marge qui va on va dire, de 10 à 20%. Ça peut être plus, et c'est là où on verra un peu les mauvais côtés des ESN. Mais en tout cas, elle prend 10% dans notre exemple, et 10% de 10 000, c'est 1000. Donc elle prend 10 000 euros pardon, non, elle prend 1000 euros par mois, heureusement, et ensuite elle te verse le reste. Donc l'ESN te verse le reste et pas te verse l'ENT. Oups, donc elle te verse le reste, et le reste c'est 9 000 euros par mois. Et donc je rappelle que c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un salaire, tu ne reçois pas 9 000 et hop, tu les dépenses comme si c'était ton argent. Ça reste du chiffre d'affaires, il faut payer les taxes, etc. On peut en parler encore une fois dans une autre vidéo. Donc maintenant, on va parler des mauvaises ESN, parce qu'il faut en parler. Les mauvaises ESN, elles prennent plus de 20% de marge. Là, dans notre exemple, si l'entreprise elle est facturée 10 000 euros par mois, et elle prendrait par exemple 30%. Elle prendrait 3 000 euros par mois juste pour jouer le rôle d'intermédiaire. Tu comprends que ça reste énorme. Sachant que le problème de ça en plus, c'est que l'entreprise, elle paye 10 000 euros par mois et elle s'attend à un certain niveau, à une certaine expertise. Donc toi, ça fait que si l'ESN, elle prend 3 000 euros, et ça fait plus que, entre guillemets, 7 000 euros pour le freelance. Et à 7 000 euros, on n'a pas la même qualité qu'à 10 000 euros. Donc, moins l'ESN prend de marge et plus elle pourra avoir accès à un freelance enfin un développeur de qualité. Parce qu'on va le payer plus cher, il aura plus d'expertise, etc. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas un gap trop énorme entre ce que paye l'entreprise et le niveau du freelance quand même. Donc, si l'ESN prend trop de marge, c'est à la fois un défaut pour le freelance qui est moins rémunéré, mais également pour l'entreprise qui, elle, va payer beaucoup pour une qualité moindre. Maintenant, les mauvaises ESN, elles peuvent aussi refiler des missions pourries, c'est-à-dire des missions que personne ne veut faire. Ça, c'est plutôt un problème que toi, tu pourrais avoir si tu n'as vraiment pas le choix et que tu es obligé d'accepter une mission un peu pourrie. En soi, ce n'est pas le problème des ESN, c'est plutôt les entreprises, des fois, elles ont des projets qui sont un peu vieux, que personne ne veut faire. Et donc forcément, si personne ne veut les faire, elles auront du mal à recruter. Et si elles ont du mal à recruter, les freelances, ils vont devoir faire ces projets-là. Et ces projets-là que personne ne veut faire. Donc ça peut être, en tout cas, tu as plus de chances de trouver une bonne mission en CDI qu'une bonne mission en freelance parce que souvent, ça va être des missions où ils ont du mal à recruter. Alors que ce n'est pas forcément parce que la mission, elle est pas intéressante ou qu'elle est mauvaise. Des fois, ça peut juste être une ressource qui est très dure à trouver, un profil qui a des compétences très dures à trouver. Mais ça arrive très souvent que ce soit juste des vieux projets avec des vieilles technos. Et donc, c'est pour ça que personne ne veut travailler dessus. Les mauvaises ESN, tu les vois jamais. C'est-à-dire que les bonnes ESN, elles viennent avec toi aux entretiens, elles te conseillent, elles t'accompagnent de manière générale. Alors qu'il y a des ESN, hein, dis-toi que j'ai été dans une ESN, je ne les ai jamais vus. Je les ai juste eus au téléphone, j'ai jamais vu leur visage, j'ai jamais rien vu d'eux et ils ne se sont jamais présentés. Dis-toi, avec la mission que j'ai actuellement, l'entreprise pour laquelle je travaille, et quand je suis venu aux entretiens, il y avait à la fois la recruteuse de l'ESN et à la fois il y avait moi et bien sûr le client. Mais elle m'a, contrairement à l'autre qui m'a laissé aller tout seul aux entretiens, qui ne s'est jamais présenté. Donc ça, c'est une ESN, elle a une certaine image à tenir. Donc bref, les mauvaises ESN, tu les vois jamais, ils t'accompagnent peu. Et ils sont juste là globalement pour prendre l'argent, hein, l'argent qui est ici. Donc une fois qu'ils t'ont placé, après, c'est pour ça que souvent les ESN, elles ont une mauvaise réputation. Maintenant, les bonnes ESN, elles prennent entre 10 et 20% de marge parce qu'au-dessus, c'est trop, comme on l'a dit précédemment. Elles sont transparentes. Elles viennent avec toi aux entretiens si elles peuvent, parce qu'il y a des fois où elles ne peuvent pas et c'est pas de leur faute. Elles font un suivi de la mission, voilà, elles te demandent régulièrement si ça va, si ça se passe bien, etc. Et elles prennent une marge fixe et te vendent plus cher. Donc là, par exemple,
Si elle prend 10% à tous les coups et qu'elle est transparente avec toi, le SN, et bah, son but à elle, vu qu'elle prend 10%, ça va être de te vendre le plus cher possible pour que elle, bah, sa marge de 10%, elle soit bah, plus grande. Parce que 10% de 10 000, c'est pas pareil que 10% de 5 000. Donc elle a intérêt à te vendre plus cher et c'est une relation saine parce qu'elle va bah, avoir pour objectif de te vendre plus cher. Pour elle, ok, bah, elle se prend une marge et ça lui fera prendre une plus grande marge, mais d'un autre côté, elle va t'obtenir peut-être parfois des meilleurs prix que si tu avais été tout seul parce que c'est leur travail de négocier. Bon, bien sûr, toi, ton travail, ce sera aussi de négocier avec le SN, parce que le SN, c'est très probable qu'elle essaye de gratter un maximum et que quand elles prennent entre 10 et 20%, souvent leur objectif, c'est pas forcément 10%, ça va être d'aller au plus haut, elles vont gratter le maximum. Donc c'est à toi tu vas devoir négocier avec le SN. Et le SN, parfois ça peut être compliqué parce que justement ils connaissent toutes les techniques. Bref, donc tout ça pour dire, voilà à quoi ressemblent les bonnes ESN. Elles font bien un suivi, etc. Maintenant, on va passer à la dernière partie et on va parler, voilà, c'est plutôt une conclusion sur les avantages et inconvénients des ESN si on veut y travailler en tant que développeur freelance. On va commencer par les avantages. Déjà, c'est elle qui s'occupe de te vendre. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, tu as des chances qu'elle te vende plus cher que si tu avais été tout seul. Après, la contrepartie, c'est que tu vas devoir négocier avec le SN. Ensuite, elle remplit ton emploi du temps au maximum. Si tu es d'accord, évidemment, donc tu lui dis tes disponibilités. Et elle, son but, ça va être de remplir ton emploi du temps au maximum. Alors ça, c'est d'autant plus vrai pour les CDI parce qu'elle doit bah, remplir son emploi du temps au maximum parce que qu'elle le remplisse ou qu'elle ne le remplisse pas, elle doit le payer à la fin. Donc bien sûr que son intérêt, ça reste que l'argent à la fois il rentre et pas juste qu'il fasse que sortir. Mais ça peut être vrai pour un freelance. Éventuellement, si voilà, elle veut, ça dépend de leur manière de travailler ou si elle travaille que avec des freelances, etc. Mais en gros, son but, c'est de remplir l'emploi du temps. C'est une relation saine qu'il y a entre toi et l'ESN. En tout cas, dans les bonnes ESN. Tu as des contrats avec des entreprises que tu n'aurais jamais pu avoir seul parce que bah, les grands groupes, ils travaillent, comme je te l'ai dit précédemment, pas directement avec des freelances. Donc ça, c'est des intermédiaires parfois obligatoires, les ESN. Donc c'est bien de connaître ce que c'est et de savoir comment travailler avec elles. Tu peux gagner rapidement en expérience et en compétences dans des grosses entreprises. Parce que ces grosses entreprises, elles ont des process, elles ont des manières de travailler qui vont te faire énormément monter en compétences. Et ce sera souvent des technologies qui sont aussi utilisées dans les autres grands groupes. Donc forcément, tu auras bah, les compétences attendues par les autres grands groupes et ce sera plus facile voilà, de changer d'entreprise et d'avoir des compétences qui sont en raccord avec le marché. Bah, également, ça peut te permettre de créer un réseau parce que dans ces ESN-là, il y a d'autres développeurs déjà. Donc il y a parfois même des événements dans l'ESN où les freelances sont conviés, il n'y a pas que les CDI. Donc ça veut dire que tu peux bah, discuter avec eux, te créer un réseau, éventuellement parler aux autres développeurs freelance, avoir voilà, leur impression sur le marché, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis de toute façon, tu as surtout des contacts avec des recruteurs. Donc ça, c'est intéressant. Et ça combine les avantages du freelance avec ceux du salarié. Parce que là, ce dont je te parle, et ça peut-être que le fait de ne pas l'avoir évoqué au début, ça peut te paraître, tu peux ne pas forcément comprendre. C'est-à-dire que le freelance, il est à temps plein. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, il n'est pas. Cette ressource-là, c'est une ressource de temps. Toi, on te dit, tu dois passer 39 heures par semaine dans l'entreprise, donc ça fait un total par mois, sur une période de 6 mois, par exemple, un an, etc. Donc toi, ta ressource, la ressource payée par l'entreprise, c'est toi qui passes du temps dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire que tu es payé au temps passé. Et bon, il y a un plafond de verre, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas payé au résultat. C'est-à-dire que c'est- tu es plus à l'aise, tu n'as pas à voilà, fournir un résultat particulier. Bah, bien sûr que tu dois quand même fournir des résultats, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas obligation de résultat puisque tu es payé à être une ressource de temps. Donc ça ressemble vraiment à être un salarié, hein. Tu vas tous les jours bah, dans l'entreprise. Tu vas tous les jours dans l'entreprise, tu fais tout pareil que si tu étais en CDI, tu n'as juste pas les mêmes les vacances payées, t'as pas les avantages que tu as en CDI, mais en termes de monde de l'entreprise, de comment tu vis dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. À part si
les entreprises en question, elles excluent les freelances des événements, etc. Mais les événements, tu vas pouvoir y participer, les événements d'entreprise. Tu vas pouvoir faire tout, quasiment tout, comme si tu étais en CDI, mais tout en étant en freelance et en ayant une meilleure rémunération. Donc c'est intéressant. Et enfin, bénéficier de la culture d'entreprise de l'ESN. Alors, ça c'est vrai si tu participes à la culture dans l'entreprise, enfin de l'ESN, mais je te mens pas que le temps que tu passes en entreprise, c'est-à-dire 100% de ton temps, tu le passes tellement ton temps dans l'entreprise, en plus de faire les événements liés à l'entreprise, qu'il te reste moins d'énergie et moins de temps à accorder à ceux organisés par l'ESN. Mais ça peut, voilà, tu peux voir ça comme un avantage. Maintenant, voyons les inconvénients. Donc déjà, tu n'as pas toujours de vue sur les projets. C'est-à-dire que dans un CDI, généralement, tu seras en contact directement avec l'entreprise. Donc toutes les questions, tu vas pouvoir les poser. Et surtout, en recherche de CDI, tu as plus de patience. Alors qu'en freelance, si tu es dans une situation où tu n'as pas encore de mission, tu ne peux pas te permettre d'être trop difficile, entre guillemets. Donc souvent, tu vas prendre les premiers projets qui viennent ou où tu auras prospecté. Si tu as un système, et c'est mieux d'avoir un système, hein, c'est de ne pas être, de ne jamais ne pas avoir de mission. Mais si tu n'en as pas, des fois tu n'as pas de vue sur les projets, tu ne vas pas forcément pouvoir demander directement au client. Quand tu vas demander pouvoir enfin discuter avec le client, ce sera en fin de process. Donc tu seras déjà bien engagé dans les process et tu n'as pas forcément envie d'avoir fait tout ça pour rien. Donc même si le projet il te plaît plus ou moins, peut-être que tu vas prendre sur toi. Donc tu n'as pas toujours de vue sur les projets. Après, c'est assez rare parce que souvent les ESN, elles arrivent quand même à avoir assez d'informations sur les projets. Donc ça reste quand même pas rare, mais c'est pas toujours le cas. Tu as des périodes d'intercontrat. Ça, c'est le cas que tu sois, peu importe si tu travailles avec une ESN ou pas. En freelance, de manière générale, tu as des périodes où tu as moins d'activité. En tout cas, ça, c'est le cas si tu n'as pas un process. Et pour ça, si tu veux un process, je t'invite à aller dans la description pour télécharger ma formation freelance gratuite. Il y a des outils, il y a des conseils, etc. Donc, que tu vas pouvoir appliquer directement pour trouver une mission et notamment avoir un processus et un système. Et ce système-là, tu peux l'avoir dans la description. Tu ne trouveras pas forcément la bonne ESN du premier coup, à part si tu as une grosse liste des bonnes ESN, celles à éviter, etc. Et pour ça, je te laisse encore une fois regarder dans la description cette fameuse formation gratuite. Et enfin, le chiffre d'affaires, il est fixe pendant toute la durée de la mission. Et parfois, les missions peuvent durer jusqu'à 2 ans. Donc pendant 2 ans, à part si tu as négocié une renégociation au cours de la mission, pendant 2 ans, tu auras le même TJM. Donc ça peut être c'est un avantage d'avoir une mission de 2 ans, mais à la fois c'est un inconvénient parce que pendant tout ce temps-là, tu auras le même TJM. Après, moi, je considère que c'est un avantage parce que 2 ans remplis ton emploi du temps, ton emploi du temps est rempli, c'est une aubaine. Mais si tu veux que je rentre encore plus dans les détails sur certains points, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.